Il s'est tenu aujourd'hui le traditionnel conseil des ministres au palais présidentiel. Il en ressort entre autres que désormais, la célébration de la fête du travail se fera sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Aujourd'hui, dernier mercredi du mois d'avril, s'est ouverte la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Une séance présidée par Guillaume Soro, marquée par la participation d'invités spéciaux venus d'Europe et du Canada et plusieurs présidents de parlements africains. Et puis dans l'actualité à l'étranger, le MNLA qui refuse tout désarmement au Mali. Les responsables du mouvement réclament des négociations et affirment leur désapprobation aux élections présidentielles et législatives prévues en juillet prochain. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Le gouvernement ivoirien a appelé aujourd'hui au calme et a fermement condamné les violences survenues, notamment à Abidjan, à la suite de contestations des résultats des élections locales de dimanche. Appel lancé à la faveur du traditionnel Conseil des ministres de ce matin au palais présidentiel. Il en ressort aussi que désormais, la célébration de la fête du travail se fera sous la présidence du Premier ministre et chef du gouvernement. Le témoignage de Jérôme Kofi Abola. Ambiance de reprise au palais présidentiel. Le Conseil des ministres, de par sa session de ce mercredi 24 avril 2013, repart de la plus belle des manières après un moment de répit. Pour les ministres présents au rendez-vous aux côtés du chef du gouvernement, c'est toujours le même plaisir de se retrouver autour du président de la République, Alassane Ouattara, pour ce qui est des grandes décisions à prendre conformément à la marche de la nation. En plus des décrets et projets de décrets, plusieurs communications lors de cette rencontre. Deux de ces communications comme morceaux choisis. D'abord, la communication relative à la fête du travail, désormais sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Nous avons voulu que pour l'année 2013, dorénavant, cette célébration se fasse donc sous la houlette du Premier ministre, parce qu'en réalité, il s'agit donc de la fête du travail, donc la fête du gouvernement, et donc doit être placée sous la responsabilité de celui-là même qui représente donc le gouvernement, c'est-à-dire le chef du gouvernement, aura lieu donc dans les palais donc de la primature. Ça, c'est la première innovation, même si ça a eu lieu l'année dernière. L'innovation, c'est que dorénavant, ce sera effectivement placé sous la présidence donc, du Premier ministre. Ensuite, la deuxième innovation, c'est que cette célébration sera éclatée. Elle n'aura plus lieu seulement à Abidjan, elle aura lieu évidemment à l'intérieur du pays, pour que ce soit réellement une fête de l'ensemble donc des Ivoiriens. Ensuite, la journée de non-violence décrétée en milieu scolaire et universitaire. Le 2 octobre étant choisi comme date de célébration de cette journée. L'institution de cette journée aura donc pour objet d'éduquer les étudiants à des comportements pacifiques, à les inviter aussi à se consacrer uniquement à leurs études. Donc la date du 2 octobre a été retenue pour donc la célébration de cette journée. Et la première édition donc, a lieu cette année, donc le 2 octobre 2013 à Abidjan. Et puis d'autres mesures, au nombre desquelles celles prises dans le cadre du retour de la BAD à Abidjan. Selon le Conseil, 1500 logements sont prévus pour accueillir les travailleurs de la Banque africaine de développement à leur retour au bord de la lagune Ébrié. Je vous le disais en titre, aujourd'hui, dernier mercredi du mois d'avril, s'est ouverte la première session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne. Une séance présidée par Guillaume Kigbafori Soro et marquée par la participation d'invités spéciaux venus d'Europe et du Canada et plusieurs présidents de parlements africains. Le compte-rendu de la rédaction de nos prochaines éditions, et vous venez de le voir, lui aussi était de la partie lors de l'ouverture de cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne. Le chef du Parlement de la République démocratique du Congo et sa délégation en marge de la rencontre a été reçu en audience par Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro qui justement a saisi cette occasion, l'ouverture de cette première session ordinaire, pour réagir à l'actualité politique en Côte d'Ivoire, dominée par les élections municipales et régionales. Je vous propose de l'écouter. Je ne résiste pas au désir de rappeler l'appel au fair play électoral, cette vertu cardinale de l'olympisme que nous devons nous aussi introduire en politique. Je demande solennellement aux candidats qui ont participé aux élections de dimanche dernier d'accepter le verdict des urnes. Faisons en sorte que quelques sautes d'humeur bien compréhensibles de la part de candidats qui étaient certains de leur victoire, mais que le peuple n'a finalement pas retenu, ne retardent la publication des derniers résultats.
Et ce soir encore, on revient sur ceux qui ont créé la surprise générale à ces élections municipales. Les candidats indépendants. Ce soir, l'analyse de la rédaction du RTI 1 se porte sur les désormais maires élus sous la bannière d'indépendants. S'agit-il d'une indépendance totale ou de circonstances? Élément de réponse avec Gabriel Zani. N'ayant pas été choisis par les partis politiques pour être candidats aux élections municipales et régionales, de nombreux candidats aux mairies et aux conseils régionaux se sont présentés en indépendant pour avoir les chances de gagner les élections couplées. Jean, candidat indépendant à Grand Laou, est élu maire selon les résultats proclamés. Député PDCI, il ne figurait pas parmi les têtes de liste proposées par le parti. Du RDR au FPI, malgré les interpellations à la discipline des militants pour le premier et au boycott des élections pour le deuxième parti, des candidats se sont désolidarisés et ont été élus. Ce tableau ressemble bien au scénario vécu pendant les législatives partielles. Des candidats comme Aye Frédéric et Aka Véronique ont été élus députés en se présentant en indépendant. Mais ces élus ont rejoint le parti politique, le PDCI, au lendemain de la proclamation des résultats. Manque de confiance, méfiance au sein des partis politiques ont poussé de nombreux candidats à faire cavalier seul, et cela d'autant plus qu'ils sont assurés de leur cote de popularité auprès des électeurs. Conséquence de la présentation de leurs candidatures, fraction des voix des électeurs dans les localités ciblées. Et pendant que les électeurs choisissent l'indépendant en optant pour le changement, l'indépendant pense à regagner son étiquette politique. En réalité, certains de ces indépendants ne le sont que pendant le temps des élections. Cela dit, la proportion des indépendants ne va-t-elle pas changer au lendemain de la proclamation des résultats de ces élections couplées? La question reste encore posée. À côté de la percée des indépendants, il y a ces communes où malheureusement des violences ont été enregistrées dès la proclamation des résultats. C'est le cas par exemple à Koumassi au sud d'Abidjan où des incidents se poursuivaient jusqu'à hier tard dans la nuit. Aujourd'hui, une relative accalmie a été observée. L'un des candidats malheureux au municipal dans la commune, en l'occurrence Cissé Bakongo, en appelle au calme et à la retenue. C'est avec Patricia Omouetia. Situation confuse à Koumassi. À l'issue des élections locales du dimanche 21 avril, la publication officielle des résultats provoque des heurts entre partisans de certains candidats, comme c'est le cas à Koumassi. Le candidat du RDR lance un appel au calme. On a fait une belle campagne, une très belle campagne. On a chanté, on a dansé. Lors de notre dernier meeting, on a commencé par la fête, on doit finir par la fête et dans la fête. Pour Cissé Bakongo, le recours à la chambre administrative de la Cour suprême reste la solution. Pour emprunter les voies de droit en pareille situation, c'est-à-dire pour saisir la chambre administrative de la Cour suprême, qui seule va décider si les preuves dont nous disposons sont suffisantes ou non, pour faire droit ou non à notre demande. Pourquoi cette saisine? Sur la base d'éléments concrets à ma disposition, que je saisis la chambre administrative. Je ne demande pas à la chambre administrative de me proclamer vainqueur. Je lui demande tout simplement de regarder ces éléments, apprécier leur mérite. 7 candidats étaient en lice dans la commune de Koumassi. 1 du PDCI, 1 du RDR et 5 candidats indépendants. La commission électorale indépendante CEI a officiellement déclaré vainqueur à Koumassi le candidat du PDCI, Ndoyi Yapi Raymond. Elles sont bien derrière nous maintenant. Ces élections couplées, on n'attend plus que les derniers résultats. En attendant leur proclamation définitive, le Bureau ivoirien des droits d'auteur est sur le terrain pour sensibiliser les candidats. Le Burida leur demande de s'acquitter des droits d'auteur dus à l'utilisation des œuvres des artistes pendant leur campagne. Marie-Laure Ngoran. Fini les élections couplées municipales et régionales. Place à la proclamation des résultats. Pendant que la commission électorale indépendante s'attelle à cette tâche, le Bureau ivoirien du droit d'auteur mène une campagne sur le terrain contre la contrefaçon. Le Burida s'adresse aux candidats aux élections couplées municipales et régionales du 21 avril dernier. La première responsable, Irène Vira, souligne « Le Burida ne lâchera pas prise. Même après les résultats définitifs, les candidats élus ou non qui auront utilisé frauduleusement les œuvres des artistes pendant leur campagne seront poursuivis. » Aujourd'hui, le Burida a décidé de faire des constats
par voie d'huissier, de requérir également l'aide des auteurs pour être vigilants sur l'utilisation de leurs œuvres. Même passé les élections, le Burida va donner suite à une utilisation qui aurait été faite sans autorisation du Burida. Si vous êtes élu maire, si vous êtes élu président du conseil régional, vous n'êtes pas couvert par une quelconque immunité. Le Burida se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires à l'endroit de tous ceux, élus ou non, qui auraient exploité les œuvres de l'esprit sans s'être munis au préalable de l'autorisation du Burida. Reste maintenant que l'appel soit entendu par les candidats. Autre sujet, souvenez-vous, hier, Daniel Kablan-Duncan posait la première pierre du château d'eau de Ndotré à Abobo. Le Premier ministre réalise ainsi un autre engagement du gouvernement, celui de faire en sorte que la population dispose de l'eau potable en tout lieu. Au-delà, c'est tout un programme en branle depuis quelques mois pour résoudre l'épineux problème d'eau, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. C'est une analyse d'Adama Kone. La position du Premier ministre est sans appel. Il est inacceptable de constater que la Côte d'Ivoire dispose de ressources suffisantes en eau potable, mais d'infrastructures insuffisantes pour amener l'eau au robinet des populations. L'absence d'investissement pendant toute une décennie a entraîné un déficit important d'approvisionnement en eau potable, aussi bien en domaine urbain que rural. La réalité est que les sources d'approvisionnement en eau non encore exploitées sont nombreuses. Pour l'eau de surface, il y a le lac Bakré, la lagune Aguien et le fleuve Komoué. Quant à l'eau souterraine, il a été détecté la nappe de Bounois. La production journalière pour la ville d'Abidjan est de 350 000 m3 pour une consommation de 500 000 m3. Pour faire couler les 150 000 m3 restants, le gouvernement a retroussé ses manches. Plusieurs sources de financement sont mobilisées. Programme présidentiel d'urgence, fonds de développement de l'eau, trésor public et partenaires financiers extérieurs. Dans l'urgence, une enveloppe de 48 milliards de francs CFA est accordée par l'État. Elle a deux missions. D'abord, améliorer la desserte des zones à difficulté pour 29 milliards. Ensuite, sécuriser le réseau de distribution à hauteur de 19 milliards. Ces actions ont porté fruit, réduisant aujourd'hui le déficit de 30 000 m3. Au-delà de l'urgence, l'État veut traiter la question de l'eau de façon chirurgicale. Le 6 août 2012, le président de la République donnait le premier coup de pioche des forages de Bounois. Un projet similaire à court à Niangon. Dans moins de 2 ans, ce sont plus d'1,5 million d'habitants qui seront totalement soulagés. Rien que dans la partie sud d'Abidjan. L'intérieur du pays n'est pas en reste. Quelques exemples, dans le village de Kirifi, dans le département d'Abangourou, 22 millions de francs CFA seront injectés pour l'adduction d'eau. Dans chacune des régions du Bafing, du Denguélé et de la Maraoué, 300 pompes à motricité humaine seront réparées. Des actions qui démontrent tout l'intérêt de l'État à la question de la gestion de l'eau. La Côte d'Ivoire, avec l'appui de la Coalition internationale pour l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite, organise du 26 au 29 avril prochain une campagne de vaccination contre la pathologie. Elle s'inscrit dans le cadre de l'achèvement de l'éradication de la poliomyélite. Je vous propose le message du gouvernement en prélude à ces journées. C'est avec Honorine Anigori. Au cours du 4e passage en novembre 2012, plus de 7 500 000 enfants de 0 à 5 ans ont pu être vaccinés contre la poliomyélite avec un taux de couverture de plus de 100% au dire de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Ce qui motive ce premier passage de l'année 2013 est dû au fait que plusieurs localités ont été insuffisamment visitées par les vaccinateurs. La persistance d'enfants non vaccinés dans ces zones ainsi que la persistance de la circulation du poliovirus sauvage dans la sous-région ouest africaine font courir le risque au pays de connaître une autre épidémie comme celle de l'année 2011 avec 36 cas confirmés de poliomyélite enregistrés. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida invite les parents à la mobilisation. Chers parents, chères mères, je dirais même chères mamans, je voudrais vous demander d'amener vos enfants pour les faire vacciner. Seulement 2 gouttes, car le vaccin protège les enfants contre la poliomyélite. Et en plus, il est gratuit.
Il ne donne pas la fièvre, ni la diarrhée, et n'empêche pas les filles d'avoir plus tard des enfants. Sont concernés par ce vaccin contre la poliomyélite les enfants de 0 à 5 ans. De la vitamine A et des déparasitants seront également administrés aux enfants. Sur le même sujet, pour appuyer l'État ivoirien dans l'organisation de ces journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, le Rotary International vient de lui octroyer une subvention de plus de 96 millions de francs CFA. La cérémonie de remise a eu lieu hier dans les locaux de la direction de la coordination du programme élargi de vaccination. C'est ce que nous dit Chantal Eouman à Kandra. Ces personnes sont handicapées depuis l'enfance. Parmi ces handicapés, ceux qui ont souffert de la poliomyélite et qui n'ont plus l'usage de leurs jambes. En Côte d'Ivoire, le dernier cas de polio remonte au 24 juillet 2011. L'objectif à atteindre est d'éradiquer totalement la maladie. C'est justement pour bouter la polio, cette maladie invalidante, que le Rotary Club International fait don de plus de 96 millions de francs CFA en matériel. Le Rotary souhaiterait, à travers ce don, soutenir les efforts du gouvernement en vue de parvenir à éradiquer la polio de notre pays, d'Afrique et partant du monde entier. Nous sommes si près du but, nous sommes condamnés à réussir. Ce geste vient appuyer l'État ivoirien à conduire avec succès sur toute l'étendue du territoire national le premier passage 2013 des journées nationales de vaccination contre la polio prévu du 26 au 29 avril prochain. Fait marquant au cours de cette cérémonie, la distinction du docteur Guy Daipo pour son implication dans la lutte contre la polio. La Côte d'Ivoire dispose de l'un des meilleurs instituts de cardiologie en Afrique. Créé en 1976, le centre offre des soins de qualité avec un personnel spécialisé. La Société ivoirienne de cardiologie, en partenariat avec les spécialistes tunisiens, organise le premier congrès international de la cardiologie, Africardio 2013 à Abidjan. Il s'agit de renforcer la coopération entre spécialistes tunisiens et ivoiriens pour une meilleure prise en charge des pathologies liées au cœur. Les précisions de Lassina Ouattara. Cardiologues d'Afrique du Nord et de la sous-région ouest-africaine se réunissent à Abidjan à l'occasion du congrès de la Société ivoirienne de cardiologie qui se tient du 24 au 27 avril 2013. On va actualiser la maîtrise de la technologie parce que la cardiologie est devenue de plus en plus technique. Le temps où le cardiologue avec son stéto suffisait, maintenant c'est révolu. Quand on est formé, si on est un bon cardiologue, il faut être capable de faire l'échocardiographie, le catétérisme cardiaque et puis avoir des gestes interventionnels. L'Institut de cardiologie, un centre certifié d'examen, de traitement, d'hospitalisation et de prévention des maladies du cœur, est devenu une référence internationale. D'où la nécessité de se maintenir par des échanges et des partages d'expériences. L'Institut qui participe à la recherche et à la formation en tant que centre hospitalier universitaire à vocation publique est géré de façon rigoureuse avec son équipement de pointe réhabilité grâce à un partenariat avec le gouvernement espagnol. En matière de formation, l'Institut a formé la majorité des cardiologues de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. En matière de technique de soins, nous opérons de façon routinière toutes les maladies à cœur ouvert, que ce soit les maladies des enfants. Il y a un service de cardiologie pédiatrique qui fait le diagnostic des maladies des enfants et ils sont opérés en Côte d'Ivoire. Avec la rencontre d'Abidjan, l'Institut de cardiologie veut non seulement partager les connaissances, mais aussi expliquer les nouvelles méthodes qu'elle a adoptées avec de plus en plus de malades du cœur. Autre sujet, 3 jours après la suspension de leur mot d'ordre de grève, les enseignants du primaire et du secondaire ont-ils repris les cours? Notre reporter Herman Niami a sillonné quelques établissements pour s'assurer de l'effectivité de la reprise des cours. Partout où il est passé, heureusement, tous les professeurs étaient à leur poste. Des élèves en pleine interrogation écrite, d'autres au cours d'allemand et d'éducation physique et sportive. Signe de la reprise effective des cours dans cet établissement. Nous sommes au collège moderne de Cocody, un établissement où le mouvement de grève a été largement suivi. Nous avons effectivement repris les cours depuis le lundi 22 avril. La présence des professeurs est massive. Nous sommes contents de reprendre les cours. Actuellement, nous sommes là faire une interrogation d'allemand. Deuxième étape de cette randonnée dans les établissements, le lycée moderne classique de Cocody. Ici, tout le monde est à son poste. Chef d'établissement, membre de l'administration, élèves et professeurs.
Le proviseur souligne que la grève n'a pas été suivie à 100% dans son établissement. En fait, nous n'avions pas interrompu complètement les cours, puisqu'il y a une bonne majorité de professeurs qui venaient. Mais depuis lundi, tous ceux qui faisaient défection, tous ceux qui manquaient à l'appel sont effectivement présents. Le lundi, nous avons repris les cours normalement. En ce moment, nous sommes en train de faire le cours de philosophie. Portail fermé à l'école primaire publique de Danga. Pas parce que la grève se poursuit ici, mais aujourd'hui est jour de repos pour les élèves du primaire au niveau national. Le constat de cette tournée indique que les enseignants ont effectivement repris les cours. À l'origine de cette grève, une ponction sur le salaire des grévistes après une première grève initiée par l'intersyndicale des enseignants qui réclamait de meilleures conditions de vie et de travail. Cette reprise des cours intervient alors que la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, est en ce moment même en France. Elle a procédé hier à la signature de l'accord siège entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO. Une signature qui devrait permettre le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'institution. Les explications d'Alexis Ouedraogo. Une retombée de la visite en juin dernier de la directrice générale de l'UNESCO à Abidjan, la signature de l'accord de siège entre la République de Côte d'Ivoire et l'institution. La présence de l'UNESCO sur le sol ivoirien lui donne désormais vocation à veiller sur l'application des accords de siège qui régissent les relations entre le pays hôte et l'organisation internationale. Irina Bokova indique que l'ouverture de ce bureau devrait faciliter le suivi de la coopération avec le pays, une vision partagée par le ministre Kandia Camara. Elle n'a pas manqué de saluer ce nouvel élan insufflé par l'accord. La directrice générale de l'UNESCO était à Abidjan autour du mois de juin. Elle a pris part au Forum international sur la paix en Afrique de l'Ouest. Irina Bokova avait insisté auprès du président de la République sur l'urgence d'accélérer le partage du savoir dans le pays et dans la sous-région. On parle maintenant de catastrophes naturelles, inondations, tremblements de terre, séismes et autres. Selon la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, ces catastrophes naturelles ont occasionné en 2010 en Afrique 7500 décès, plus de 11 millions de déplacés et des dégâts matériels estimés à plus de 100 milliards de francs CFA. En guise de prévision, le ministère ivoirien de l'Environnement et de la Salubrité urbaine et du Développement durable a organisé ce mercredi un atelier. Objectif, travailler à la mise en place d'une plateforme nationale de lutte contre les risques liés aux catastrophes. Les experts ivoiriens bénéficient de l'expérience de leurs collègues de l'UEMOA, des organisations non gouvernementales et des partenaires au développement. Les conclusions de ces travaux seront connues vendredi prochain. Dans un autre registre, ces ex-combattants mécontents qui ont fait un sit-in à la préfecture de Bouaké, ils réclament la libération de leur porte-parole, Kone Youssouf, enlevé hier par des hommes en armes. Ces ex-combattants menaçaient de bloquer tous les corridors si leurs préoccupations ne trouvent pas de solution. Ils ont été reçus par le sous-préfet de Brobo qui les a rassurés de la libération prochaine de leurs camarades. Dans l'actualité à l'étranger, le MNLA qui refuse tout désarmement au Mali, les responsables du mouvement réclament des négociations et affirment leur désapprobation aux élections présidentielles et législatives prévues en juillet prochain. Reportage. Le mouvement national de libération de l'Azawad durcit le ton. Reçu ce mercredi à Paris, à la représentation du Parlement européen, le vice-président du MNLA critique le processus de réconciliation en cours au Mali. Le mouvement rebelle estime que les autorités de transition maliennes mettent la charrue avant les bœufs. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne sont pas prêts à laisser le pouvoir. Et pour ne pas laisser le pouvoir, il ne faut pas accepter le MNLA. Il ne faut pas rencontrer le MNLA, il ne faut pas dialoguer. C'est simple. Ils ont mis une commission de dialogue et de réconciliation qui est très bien, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment du fait que nous pensons que le Mali allait mettre une commission de négociation. Pour le mouvement national de libération de l'Azawad, la réconciliation au Mali passe par les négociations directes avec Bamako. Des négociations que le MNLA pourrait faire basculer en sa faveur en utilisant un moyen de pression, Kidal. Le mouvement rebelle participe à la sécurisation de cette grande ville du nord-est du Mali depuis la fuite des groupes djihadistes mis en déroute par les forces françaises. Aujourd'hui, on est entre deux feux. On a l'armée malienne qui nous menace, on a les terroristes qui nous menacent et on nous demande de déposer les armes. Alors, sans qu'il n'y ait vraiment autour de la table le gouvernement malien et le MNLA. Je pense que c'est totalement inacceptable. Le MNLA oppose donc une fin de non-recevoir à la demande du Premier ministre français. Lundi, devant les députés réunis au Palais Bourbon, Jean-Marc Ayrault avait exigé que tous les mouvements armés installés dans le nord du Mali, y compris le MNLA,
renoncent à leurs armes. L'actualité ouest-africaine, c'est aussi la situation politique au Sénégal où le PDS, le Parti démocratique sénégalais, se mobilise pour la libération du fils d'Abdoulaye Wade, Karim Wade. Au lendemain de sa marche à succès dans les rues de Dakar pour demander la libération de Karim Wade, ex-ministre d'État et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, inculpé pour enrichissement illicite, le PDS, le Parti démocratique sénégalais, est aujourd'hui l'objet de toutes les attentions. Ce parti, qui a perdu le pouvoir il y a un an, dont plusieurs dirigeants font l'objet d'enquêtes sur leur gestion des fonds publics, réussit quand même à mobiliser des milliers de Sénégalais dans la rue. Mieux, les dirigeants du PDS déclarent même avoir entamé leur reconquête du pouvoir. Notre objectif principal est ce que Abdoulaye Wade a fixé au moment où il a quitté le pouvoir. Il nous a demandé d'aller vers la reconquête démocratique du pouvoir. Oui. Nous irons vers la reconquête démocratique du pouvoir. Cette manifestation a été faite sans Abdoulaye Wade, sans ses instructions. Il va sans dire qu'il n'a fait que nous encourager et ensuite nous montrer la voie idéale pour qu'on arrive à l'objectif fixé, c'est-à-dire la libération des prisonniers politiques qui sont aujourd'hui à Rebeuss, mais surtout la lutte pour la défense des intérêts des populations sénégalaises. Faut-il voir dans la grande mobilisation du 23 avril les premiers signes d'un repositionnement du parti d'Abdoulaye Wade, remis du choc de la défaite lors de la présidentielle de mars 2012. Le PDS est le meilleur parti d'opposition du Sénégal. Quand on voit la guérilla menée par le PDS pour la suppression du Sénat, quand on voit la présence du PDS dans les médias, et je pense que Macky Sall a du pain sur la planche parce que le PDS n'excelle que dans l'opposition. Le Parti démocratique sénégalais annonce qu'il va maintenir la pression. Il en a certainement les moyens, sauf si ses dirigeants tombaient sous les coups de la traque des biens mal acquis lancée par la justice sénégalaise. Dans le cadre de la visite d'État du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dans la région du Tankwi, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le docteur Albert Mabry-Touakeus, a l'honneur de convier, messieurs et mesdames, les élus et cadres de la région à une importante réunion d'information ce jeudi 25 avril 2013 à 18h à la salle des fêtes du ministère de l'Économie et des Finances, 6 au 20e étage de l'immeuble Siam Plateau. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques minutes seulement, à partir de 22h sur nos antennes en direct, la suite de la proclamation des résultats des élections couplées municipales et régionales. On se retrouve demain à 20h avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.